Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers, le premier Patreon en même temps, mais c'est aussi un nouvel épisode des Jobbers, donc dépendant de quel moment vous l'écoutez, je me présente, hashtag All of Shade, j'ai nommé Gabriel, j'ai avec moi un de mes collègues, hashtag Mr. Boblé, Philippe. Salut! Ça va bien aujourd'hui? Ben oui. Et on a un invité spécial aujourd'hui. On fait ça en grand. On a avec nous probablement le plus grand historien de lutte au monde. Je dis bien au monde. J'ai l'ami Pat Laprade. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres, les gars? Ben oui, ça va, merci. Au monde, je ne sais pas, mais mettons, à Pointe-aux-Trembles, ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Hey, j'habite là. Non, c'est pas vrai. Avant de commencer avec les questions, comment tu te files avec tout ça de manquer Monday Night Raw à soir? Hey, écoute, Monday Night Raw, ces temps-ci, si je vais être très honnête, il y a beaucoup de fast-forward. Ouais. J'ai pas le choix de l'écouter parce qu'évidemment, j'ai mon propre podcast, comme vous le savez, avec Kevin Raphaël, les Antipodes de la lutte, mais j'ai pas le choix de suivre ce qui se passe. Mais en ce moment, si c'était pas de ça, je serais genre à écouter, à lire les résultats et ensuite choisir ce que je veux écouter dans le 3 heures, ce qui se limiterait probablement à moins d'une demi-heure et être bien à l'aise avec ça. Ou bien aller voir les clips sur YouTube. C'est pas le booking est assez particulier. SmackDown est bien meilleur en ce moment. J'aime beaucoup mieux le booking à SmackDown. Justement, récemment, j'ai fait un tweet qui disait où j'ai réalisé que les 5 angles que j'aimais le plus en ce moment, mais il y en avait 4 qui étaient sur à SmackDown. Ouais, et le seul que j'aime à Raw, c'est bon, toute la famille Mysterio avec Seth, Murphy, Aliyah, Dominic, tout ça. J'aime bien ce côté Jerry Springer de l'émission. Là. C'est vrai que ça fait ça. Il y a tout un nouveau membre de famille qui s'ajoute. Puis qui Exact, c'est Maury. Là. C'est vraiment Maury plus que Jerry Springer, en fait. Mais c'est ça. Mais sinon, SmackDown, j'adore la rivalité. Sammy, Jeff Hardy et AJ Styles, ils nous ont donné tout un match au dernier pay-per-view. Roman avec la famille Uso et tout ça, j'adore ça. Déjà juste Roman avec Heyman, j'adore ça. Donc, Alexa Bliss, la façon qu'elle livre la future, j'imagine, Sister Abigail ou bon, peu importe, le rôle qu'elle va avoir, je l'adore dans ce rôle-là. Donc, pour vrai, à SmackDown, à part Otis avec le contrat, qui n'a aucun sens de la façon dont c'est fait. Le reste est quand même assez solide, assez bon. Et 2 heures, ça coûte toujours mieux que 3, mais en même temps, bon, ça quand Raw est bon, Raw est bon. 3 heures ne me dérange pas quand c'est bon. C'est vrai, mais c'est rare, c'est ça qui est plate. Oui, mais il y a souvent au moins 2 combats qui sont quand même excellents, qui vaut la peine d'être écoutés. Là. Puis après ça, des entrevues ou des segments entre, c'est pas super long à regarder après. Fait 1 heure, tu t'en sors pas pire si tu skippes des bouts. Là. Le problème n'est pas tant les combats comme tels. Je veux dire, il y a de la bonne lutte. C'est qu'est-ce qui amène au combat, qu'est-ce qui suit les combats. J'achète pas Drew McIntyre comme champion, mais pas du tout. Je trouve qu'on l'a booké à plusieurs reprises un peu trop heel à mon goût pour ce super-héros qu'on essaye de nous enfoncer dans la gorge. J'ai pas aimé, avec Dolph Ziggler, tu sais, quand tu dis, quand Drew McIntyre dit, pas Dolph, mais je me trompe, mais Heath Slater, quand Heath Slater, avant de quitter, disait, tu sais, j'étais là quand toi, t'as été libéré, puis là, quand moi, je me fais libéré, toi, t'es pas là pour moi. Puis lui, il a comme pas de réponse. Ben oui, c'est vrai, je n'étais pas là pour toi. C'est un peu heel. Tu sais, pourquoi il y a besoin de 4
de 4 légendes pour venir à bout de Randy Orton au dernier pay-per-view. Et là, en plus, il donne un out. Oh, oui, c'est ça, il fait le pound kick à la fin. Non, mais il donne un out à Rose. Shawn Michaels dit, tu sais, on s'excuse, on t'a pas avisé. Je suis là, OK, j'aime ça. Donc, on voulait juste être sûr que tu étais à l'aise avec ce qu'on a fait. Ben oui, je suis à l'aise. OK, man, si tu as besoin de 4 gars pour être quelqu'un, c'est un heel. T'es un heel. Donc, tu sais, j'ai un peu de misère avec le booking de Drew McIntyre. Puis je pense que c'est un de ceux qui bénéficient le plus de ne pas avoir de public en ce moment parce que je ne suis pas sûr que la foule ne se serait pas tournée contre lui éventuellement. Bon, c'est facile à dire maintenant parce que s'il y avait eu une foule et qu'elle s'était tournée contre Drew, possiblement qu'il aurait adapté, en tout cas je le souhaite, qu'il aurait adapté le booking en conséquence, mais en attendant, c'est un peu mes problèmes avec Raw ces temps-ci. Parfait. Ceci dit, et là, je vais y aller dans le Mick Foley, le plus cheap plug ever, mais l'heure en français avec moi et Kevin Raphaël, s'écoute beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tu as juste besoin d'une heure, 45 minutes, skip les commerciaux. Pour vrai, puis tu sais, on ajoute notre couleur, on ajoute nos référents, on ajoute un peu de vie dans ce show-là. Donc, pour vrai, c'était ma cheap plug du podcast. Ben non, t'as le droit, ça joue quand? Ça joue les mercredis, bien tard. Les mercredis, on ne sait jamais à quelle heure ça va jouer. Ça dépend de ce qu'il y a avant. Là, le hockey est fini, mais il y a le baseball. Donc, on joue, mais la première se joue le mercredi soir. Ensuite, en reprise, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que, vous avez la possibilité. Si tu ne le trouves pas, c'est que tu n'as pas cherché. Exactement. Faites vos recherches. Faites vos recherches, qu'ils disent. C'est important. Oui, exact. Mais honnêtement, pour la lutte à TVA Sport, j'ai une question pour elle que je me pose depuis peut-être un bon petit bout. Maximum 3 ans, OK? Parce que ça fait pas plus de 3 ans. Non, mais je sais, mais j'allais dire 2 ans, mais j'étais comme pas sûr si c'était 2 ou 3. Fait que j'ai dit un bon petit bout. Ça pogne-tu en français? Ben écoute, moi je pense que oui. Moi je pense que les codes d'écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de chiffres du côté de TVA Sport, mais au début, tout le monde était satisfait des codes d'écoute. En fait, on en entend rarement parler des codes d'écoute. Donc, puis bon, de la façon que j'ai compris que ça fonctionnait, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, ça, on est content de ça. Mais moi, écoute, j'ai eu des courriels, surtout dans la première année, j'ai eu des courriels de pères qui m'ont dit « Hey, c'est vraiment cool. Moi, j'écoutais la lutte avec mon père quand j'étais petit, puis je peux faire découvrir la même chose à mon enfant parce que, tu sais, c'est la WWE en français. » Tu sais, pas qu'il n'y en avait pas eu d'autres luttes en français. Tu sais, TNA a toujours été là avec Sylvain Grenier, Marc Blondin, mais pour plusieurs, la WWE, c'est le produit à écouter. Et puis, ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas eu de WWE en français au Québec. Donc, pour vrai, je pense qu'on a été chercher un manque à ce niveau-là. Et on a été plutôt combler un manque à ce niveau-là. Et puis, nous, on en entend parler. Puis, le podcast a découlé du show télé. Puis, on a un bon following aussi. Donc, écoute, moi, je pense que oui, parce que c'est pas tout le monde, surtout à l'extérieur de Montréal, qui parle nécessairement anglais, qui est capable d'écouter de la télé en anglais, même si c'est de la lutte. Il y en a qui ont aussi un âge que ils veulent écouter ça en français parce qu'ils ont toujours écouté ça en français dans leur vie. Il y en a qu'une heure, je faisais des farces, mais 1 heure, c'est mieux de 3, ça prend moins de temps si tu veux juste écouter 1 heure de lutte dans ta semaine. Donc, en plus, tu peux l'écouter dans ta langue naturelle, dans ta langue maternelle. Donc, pour vrai, tu sais, je pense que oui, ça pogne bien. Mais c'est sûr que les vrais fans, là, vous deux, par exemple, qui êtes des fans de lutte qui suivaient le produit depuis des années, qui écoutaient bien de la lutte, pas juste Raw, mais c'est sûr que ça va rejoindre un peu moins ces gens-là parce que ils sont dans la tradition de l'écouter les lundis soirs, pas les mercredis ou les jeudis. Ils veulent écouter le show complet. Puis, tu sais, je suis un peu pareil dans le sens où NXT, j'écoute pas la version d'1 heure à Sportsnet. J'écoute
le 2 heures au complet, tu sais. Donc, je peux comprendre que pour plusieurs, c'est pas suffisant, puis ils veulent avoir le produit au complet, mais bon, il y a une question d'argent, il y a une question de disponibilité de case horaire. Tu sais, c'est 3 heures dans ta case horaire. Ouais, c'est beaucoup. Tu sais, Sportsnet, c'est un peu devenu le deuxième WWE Network, tellement qu'ils ont une grosse partie de leur programmation que c'est la WWE, mais en même temps, il y a plusieurs Sportsnet. Il y a 2 TVA Sport, puis c'est tout. Il y a plusieurs Sportsnet, puis la WWE, surtout sur Sportsnet 360, qui est l'ancien de Score. Donc, c'est là qu'on peut voir une différence. Mais oui, puis je pense qu'il y a sa raison d'être, ce show-là. Puis oui, moi, je trouve que... Moi, en tout cas, même si je ne l'animais pas, j'aurais les mêmes réponses à vous donner en ce moment. Qu'il y a sa raison d'être, ce show-là. Oui, c'est la WWE, puis le marché francophone est un gros marché ici au Québec, veut pas. Et je pense que peu importe qui l'aurait animé, j'aurais applaudi la chose. Ça s'est-tu fait naturellement que tu sois plus le commentateur face puis Kevin Raphaël le commentateur heel ou? Ouais, ben tu sais, au départ, on voulait pas trop jouer là-dedans, mais à un moment donné, tu sais, c'est devenu T'as pas le choix, là, ça devient... C'est devenu un peu naturel. Tu sais, moi, je suis plus le play-by-play, fait qu'en étant le play-by-play, automatiquement, je deviens un peu plus neutre à la limite dans mes commentaires. Fait que ça laissait la place à Kevin pour être un peu plus s'exprimer davantage. Puis à un moment donné, on a réalisé cette dynamique-là, elle était bonne. Puis on joue là-dessus un peu. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est jamais rendre ça personnel. On essaie toujours de se garder un lien avec le show. Fait que oui, on va des fois avoir des petites prises de bec, mais ça va toujours être en lien avec quelque chose qui se passe dans le show. Et on essaie de garder nos référents le plus général possible. Tu sais, pas parler de ah oui, mais tu sais, Georges, là, tu sais, notre ami Georges, que personne ne connaît. On va pas là, tu sais, on va faire des référents. Tu sais, moi, je vais y parler de... Je vais y parler de ses amis, que ce soit Ludivine, ou que ce soit Roselyne Filion, ou que ce soit, tu sais, bon, d'autres filles qu'il connaît. Tu sais, je vais le taquiner là-dessus, mais il n'y a pas grand monde qui va écouter le show en disant Ludivine Redding, c'est qui ça? Tu sais? Donc, tu sais, on essaie de garder ça grand public. Sinon, on va mentionner c'est qui. Kev, souvent, il va mentionner ses professeurs au primaire ou au secondaire, mais c'est correct, tu n'as pas besoin de les connaître pour comprendre ce qu'ils essayent de faire en nous parlant d'eux autres. Donc, on essaie de faire ça, puis on essaie de franciser le show le plus possible. Ce qui est vraiment, quand tu écoutes le podcast, tu écoutes le show, c'est 2 Pat Laprade et Kevin Raphaël différents, parce que dans un podcast, ça vient naturellement. Les termes nous viennent naturellement, puis ça fait des années qu'on utilise les anglicismes. À TVA Sport, on essaie vraiment d'y aller avec une francisation des termes le plus possible. Des fois, ça m'arrive d'oublier comment le terme, je le dis en français parce qu'on ne le voit pas souvent. On le sort en anglais, puis c'est correct, c'est pas dramatique, mais on essaie le plus possible d'y aller avec des termes francophones. Des fois, Raymond Rougeau vient en aide. Ça m'arrive de texter Raymond puis de dire hey, comment tu dis ça déjà en français? Puis là, tel mot. Ah oui, OK, c'est bon. Puis, tu sais, des fois, tu sais, moi, le chef de la meute, Robin Reigns, tu sais, ça vient un peu de lui. Puis, je pense que j'avais adapté ce que lui disait. Tu sais, on s'entraide. Là, je suis bien ami avec Raymond, fait qu'on s'entraide de temps en temps comme ça. Mais c'est sûr que lui et Jean Brassard, on suivit les grands là, qui décrivaient ça en français, que ce soit Édouard Carpentier et compagnie. Non, c'est sûr qu'ils ont une banque linguistique de termes de lutte qui est très, très, très profonde. Ben, vous ne donnez pas votre place, c'est bon ce que vous faites. Ben, merci beaucoup, c'est apprécié. Donc, on a des viennistiques du... Je te l'ai dit. Tu me poses une question, je réponds pendant 8 minutes. Fait que c'est parfait. Écoute, avant tout, notre première question était d'où vient ta passion de la lutte? Ça, c'était pas encore la première question, là. Non, mais là, on va y aller avec ça. Non, il va, là. Là, c'est la première. D'où vient ma passion avec la lutte? Écoute, mon père m'a emmené à mon premier show de lutte. J'avais 6 ans au centre Paul Sauvé
Je me souviens pas du show, mais je me souviens, j'étais aux Galeries d'Anjou quand ma mère a appelé mon père et qu'elle m'a dit « Hey, ça te tente d'aller à la lutte avec ton père à soir? » Et je jubilais. J'étais vraiment, vraiment content. J'ai juste aucun souvenir du show. Mais après ça, j'ai commencé à écouter ça religieusement les dimanches matins à 11h à Télé 7 Sherbrooke. Quand je ne vois pas au hockey, là, c'était ça que j'écoutais au chalet. Au chalet, moi, je ne le pognais pas. On avait un chalet à Saint-Calix l'été, donc je passais mes étés là-bas. Moi, je ne le pognais pas avec la vieille télé avec roulette. Ah, vous n'avez pas connu ça. Mais oui, OK. mais j'allais chez ma tante qui, elle, le pognait, un peu embrouillé, mais le pognait Télé 7 Sherbrooke. Fait que j'allais là. Des fois, ça me demandait d'aller écouter le samedi midi de la lutte avec elle, parce que la WWF, à l'époque, était à CF 12 le samedi midi. Donc, j'allais écouter ça. Ma tante Germaine, mon oncle René, là, il était écœurant parce que tu avais ma tante Germaine qui écoutait la lutte. Là, tu avais mon oncle René qui disait elle accroît à ça, tu sais, puis c'est pas vrai cette affaire-là. Puis 2 minutes après, Mr. Fuji lançait du sel dans les yeux de quelqu'un. Puis là, l'écœurant, puis c'était lui qui embarquait, tu sais. Et j'ai des souvenirs, là. Écoute, c'est comme si je les voyais encore. Là. Je me revois dans le salon chez eux en train de regarder ça au chalet. Bref, mon père avait un de ses amis qui avait déjà été partenaire d'affaires avec les Rougeaux dans les arts de la lutte, un pharmacien de métier, Guy Soucy, qui était très impliqué dans la lutte et dans la boxe. Donc, lui avait des billets de lutte quand il voulait. Fait que quand mon père, il savait que je voulais aller à la lutte, soit qu'il venait avec moi ou j'y allais avec quelqu'un d'autre, mais il appelait son ami, puis j'avais toujours 2 billets dans une enveloppe à mon nom dans l'entrée des médias au vieux Forum de Montréal. Puis c'était Bob Legs Langevin qui s'occupait de la table des médias puis qui nous donnait les billets. Donc, tu sais, ça, c'était cool parce que je pouvais aller voir les shows autant que je voulais ou presque. Et le plus ancien souvenir que j'ai là, d'un show, c'est drôle parce que j'en ai parlé récemment, c'est le show de la Saint-Valentin 1985. C'était le 11 février, je crois. C'était un match par équipe entre les Road Warriors, et c'est pour ça que j'en ai parlé récemment avec le décès d'Animal, contre Joe Leduc et Gino Brito. Et pendant des années, je me suis dit que j'avais dû rêver parce que je ne voyais pas pourquoi on avait mis les Road Warriors contre Leduc et Brito. Et à un moment donné, quand je commençais à faire des recherches pour le premier livre qu'on écrit, Bertrand Hébert et moi, j'ai fait comme, hey, je vais checker voir si ce show-là a vraiment existé. Et j'ai trouvé effectivement dans les résultats que c'était en février 85, puis ce match-là avait vraiment eu lieu, donc j'en avais un vrai souvenir. Donc c'est probablement mon plus vieux souvenir d'un show là, live. Écoute, je devais 85, j'avais 8 ans. Oui, 8 ans en février 85, je venais d'avoir 8 ans. Donc 2 ans à peu près après là, mon premier événement au Centre Paul Sauvé. Fait que, écoute, ça a été, tu sais, j'ai des souvenirs plus jeunes au forum d'avoir rencontré Gino Brito, d'avoir demandé un autographe. Et Gino Brito, maintenant, tu sais, on s'appelle une fois par 2 semaines. Tu sais, je ne peux pas aller chez eux sans que son épouse me garde à souper. Tu sais. C'est un peu. J'ai encore un peu. Ah oui, ça l'insulte, Nicole, si je ne reste pas à souper. Ah, des fois, je fais des farces. Elle dit là, tu vas rester à souper. Pat, genre, ah non, Nicole, j'ai pas assez de temps. Là. Ben là, tu aurais dû me le dire. Ben non, c'est des farces, Nicole, je vais rester. Tu sais, ça me fait plaisir. C'est comme des grands-parents. Tu sais, je veux dire, ils sont super gentils. Puis on s'entend super bien. Tu sais. Et puis, mais tu sais, j'ai encore un peu des fois de tu sais, pas de misère, mais tu sais, je me dis, crime, tu sais, c'est Gino Brito, tu sais, je lui demandais son autographe, j'ai des souvenirs de lui quand j'étais petit gars, puis là, tu sais, j'ai une toute autre relation avec lui, tu sais, donc des fois, ça fait un peu weird quand je me mets à penser à ça, mais c'est de là que ça vient, en fait, ça date de très, très jeune. Évidemment, la WWF, par la suite, a pris le territoire, puis je suis devenu un fan de la WWF, mais bien avant Hulk Hogan, moi j'aimais Dino Bravo. Là. Dino Bravo, c'était mon lutteur, c'était notre Hulk Hogan à nous, là, Dino Bravo, dans ces années-là, dans les années 80. Et par la suite, bien évidemment, WrestleMania 3, je l'ai dit souvent en entrevue avec le livre sur le géant ferré, mais j'ai dû louer cette cassette VHS-là au moins 10 fois en français et en anglais. J'en ai d'ailleurs une copie. En français et en anglais encore aujourd'hui de ce VHS-là. Et puis, j'ai continué à être un fan de la WWF par la suite. Et puis, peut-être dans les années 90, une petite baisse à un moment donné, là, quand le produit est un peu moins bon. Puis, la guerre des lundis soirs, évidemment, a ramené la flamme. Je suis arrivé à l'université.
le pur des hasards, le lendemain du Montreal Screwjob, j'arrive à l'université fièrement avec mon T-shirt de la DX. Et je vois quelqu'un dans ma classe parce qu'on venait de commencer. Donc, c'était au mois de novembre. On avait commencé en septembre, donc on ne se connaissait pas encore beaucoup. Et un de mes amis avait un chandail. Un gars dans ma classe, plutôt avait un T-shirt de Stone Cold. Fait que je me suis dit, clairement, on était en même place hier. Donc, j'arrive dans l'amphithéâtre et il me dit, hey, Pat, viens t'asseoir avec moi. T'sais. Première fois qu'il me disait ça. Et visiblement, c'est parce que lui aussi, il a vu la même chose que moi j'ai vu. Là. On avait trouvé dans un chandail de lutte. Et puis lui, il connaissait beaucoup plus ça que moi parce qu'il lisait les rumeurs sur le web. Et moi, j'étais à Schlag. Le Vidéotron n'était même pas rentré dans Schlag encore. Pour le web, là, je parle, pour le web. J'avais encore la connexion. Quand ma mère prenait la ligne, ça se déconnectait. Là, c'était désagréable. C'était vraiment désagréable. Puis 2 ans après, il a ouvert son premier site de lutte qui s'appelait à l'époque WWF Attitude, mais qui a changé après pour attitudeqc.com. Et j'ai commencé à écrire des chroniques en 99. Ma mauvaise connexion Internet a fait en sorte que, à un moment donné, je me suis tanné. Donc, j'ai lâché. Puis, quand il a fait la refonte de son site en 2001, on était encore amis. Et on s'était vus. Puis, je disais, ça m'intéresserait de réécrire. Je faisais un genre de classement basé sur les victoires, les titres. J'ai toujours été un fan de statistiques. Et là, c'était plus facile parce que non seulement, enfin, j'avais une bonne connexion, mais en plus, la WWE avait tout acheté. Donc, j'avais juste une compagnie de lutte à suivre et non plus 3. Oui. Donc, pour les stats, ça avait une importance. On était en septembre 2001, c'était 6 mois après l'achat de la WCW puis la faillite de la ECW. Donc, j'ai recommencé. Puis là, au même moment, il a commencé à fréquenter les salles de lutte au Québec. Et puis, je l'ai suivi là-dedans. Puis c'est comme ça que, écoute, je m'en rappellerai toujours. Le premier rôle que j'ai eu, probablement que je réponds déjà à 8 de vos questions. Je suis vraiment désolé, les gars. Non, c'est bon, c'est parfait. Mais le premier rôle que j'ai eu dans un show de lutte ici au Québec, ça a été de faire sonneur de cloche. Et la première chose que j'ai eu à faire, c'était le vendredi, 12, 13, 14, ouais, c'est ça, le 14 septembre 2001. Et ça a été de sonner 10 coups à la mémoire de ceux qui étaient décédés du 11 septembre. Ça a été la première chose que j'ai fait dans un show de lutte. 14 septembre 2001, ça va faire 20 ans l'an prochain. Et puis, par la suite, j'ai eu un rôle... mon ami, c'était Philippe Leclerc qui se surnommait Big Show sur notre site Attitude QC. Moi, j'étais Big Sexy. J'ai toujours été un fan de Kevin Nash. Posez pas de questions. Là. Mais sérieux, je travaillais dans un... Hey, je n'ai pas raconté ça souvent en entrevue, vous êtes chanceux. J'habitais pas, je travaillais au Burger King du centre-ville sur Sainte-Catherine en face du Labbé. Et j'étais un des gérants là-bas. Puis je rentrais sur le plancher. Mettons, mon chiffre commençait à, je sais pas moi, 11 heures. Je rentrais sur le plancher et je faisais Big Sexy in the house! Comme un marque, là. Oh, wow. Je me vois aujourd'hui, je me cracherais au visage. Pour vrai. Et donc, j'ai choisi Big Sexy parce qu'en plus, mon ami, c'était Big Show. J'ai dit, OK, ça fit, là. Moi, ça va être Big Sexy. Donc, puis lui, il a commencé à être le vice-président de la FLQ, qui est la Fédération de lutte québécoise que Paul Leduc avait créée une année ou 2 auparavant. Et que, bon, évidemment, c'était la famille Leduc qui était derrière ça. Tu avais Yann, tu avais Carl, évidemment, tu avais Kim Leduc, tu avais Mme Leduc, Pierrette, qui était là également. Puis, moi, je suis devenu comme le secrétaire de Big Show, donc le secrétaire du vice-président. Et à un moment donné, je suis tourné heel sur lui. Et là, c'est là un peu de ma... Tu sais, j'ai commencé à me démarquer un peu. J'étais gérant. Puis, 1 an après, je suis parti à la ICW de Ludger Proulx, des frères Proulx à ce moment-là, Ludger et Serge Proulx, qui était la FLQ, c'était dans Rosemont, la ICW, c'était dans Hochelaga. Et puis, j'ai fait mes débuts là en septembre 2002. Au moment où, ça s'était pas bien vu là, de partir d'une fédération pour s'en aller à une autre. Il y avait, la FLQ prônait toujours que les talents pouvaient justement partir d'une promotion à l'autre. C'est ce qu'ils prônaient, mais en même temps, la ICW, la FLQ, il y avait une petite guerre entre les deux. Fait que c'était pas super bien vu. J'étais un peu passé, là, j'ai fait un Lex Luger de moi-même. Là, en peu de temps. Le vendredi, j'étais à la FLQ, puis le samedi, j'étais à la ICW. Par contre, à la ICW, bon, la FLQ
c'est eux autres qui m'ont donné ma première chance. Je serai toujours reconnaissant à Paul, Carl, Kim Leduc qui avait poussé fort pour que j'ai un rôle dans le show. J'ai appris, je me suis démarqué, non pas démarqué, mais je me suis démarqué avec la FLQ. J'avais encore un côté très marque de la lutte. Je ne connaissais pas tous les termes. Le web, pour moi, je ne lisais pas les rumeurs, je ne lisais pas les sites de rumeurs, je ne lisais rien de ça. Je lisais encore les revues. Donc, j'en ai appris énormément à la FLQ. Rendu à la ICW, c'est là que je me suis un peu plus peaufiné. J'ai appris d'autres choses. Ils m'ont donné un micro, puis ils m'ont dit, ben, regarde, t'animes le show, t'es heel, puis c'est ton show. Vas-y. Il y avait beaucoup plus d'improvisation à la ICW. Alors, c'est ça que j'ai beaucoup appris là-bas. Donc, c'est les premières fois que j'animais des shows, chose que j'avais... Écoute, si vous m'aviez connu au secondaire, là, vous auriez jamais gagé un vieux 2 piastres en papier sur moi qui animerait devant public un jour. Et pourtant, là, on n'est pas tant en 2002, on est 8 ans après mon secondaire. Donc, tu sais, c'est pas tant d'années après. Mais tranquillement, tu sais, je suis devenu plus à l'aise. On avait cette liberté-là. Tu sais, moi, à un moment donné, il y avait la famille Pro, évidemment, qui était en arrière de ça. Et tu avais la fille de Serge Francisca qui était dans les storylines, qui était une lutteuse, une gérante de temps en temps. Puis, à un moment donné, elle accompagnait son oncle Ludger. J'ai été en bon heel. J'ai été tirer les cheveux, puis je l'ai ramassé dans un guardrail. C'est ça qu'un heel fait. En tout cas, dans Schlaga, c'est ce qu'on faisait. Et évidemment, la foule a embarqué. Puis juste ça, là, qui était totalement improvisé, a mené un storyline de 6 semaines où j'ai lutté 2 fois. 3 fois, en fait. Et le dernier, c'était au show du mois d'octobre, Spin the Wheel. C'était toujours un show à stipulation. Si je gagnais les 25% des parts de Francisca de la compagnie. Des parts de la compagnie, c'est toujours crédible. Et si je perdais, je me déguisais en femme. Fait que je vous laisse deviner le résultat. Il n'y a aucune photo de ça qui existe. Ah, ça c'est triste. Alors, j'en suis très heureux. Et puis c'est ça, tu sais, fait que de fil en aiguille, puis après ça, je suis parti de la IC, puis j'ai commencé à animer des shows un peu partout. Mes amis étaient tous rendus à la CWA, donc j'ai été avec eux. J'ai animé des shows, un peu partout au Québec par la suite. Puis c'est un peu de même que je me suis fait un nom aussi comme animateur, et non plus juste comme gérant. Donc, et ben là, j'ai créé le premier magazine, le premier almanach de lutte au Québec. Parce que j'étais un gros fan du Pro Wrestling Illustrated et le PWI avait un almanach qui sortait à chaque année avec un temple de la renommée, les historiques de titres, les résultats de gala. Il y avait toujours le PWI 500 qui était mentionné là-dedans. Donc, j'ai créé le premier temple de la renommée de la lutte au Québec. J'ai créé les prix de l'année de la lutte au Québec qui continuent encore aujourd'hui après quasiment 20 ans. Un petit peu plus que 15 ans, en fait. Donc, c'est ce que j'ai commencé en 2005. Et puis, ben, ça m'a amené à mon premier livre. Bon, The Rest is a Story, un peu comme on dit. Il a répondu à une question en même temps. Ben oui, mais il a répondu à plein de questions. Il est en train de les corriger, là. Je vais y aller, moi. Oui, merci, Pat. Hey, allez-y, je vais me prendre une gorgée d'eau, moi. Oui. Vas-y, mon homme. Non, vas-y, j'en ai plein en bas. OK. Et là, si vous ne prenez pas la parole, je vais continuer. Oui, c'est ça. Vite avant qu'il parle. Donc, tu as dit que tu as déjà été gérant. Donc, oui. Lutteur, ça t'a jamais intéressé? Ah non, écoute, à la FLQ, j'avais suivi quelques cours donnés par Precious Lucy à l'époque, Lufisto. Et puis, à un moment donné, on apprenait à faire des bombes, qui est la chose de base là, pour un lutteur. Donc, à 2 mains, ça allait. À 1 main, ça allait. La journée qu'on m'a demandé de faire un bomb, pas de main, j'ai eu le réflexe de mettre ma main pour amortir ma chute. Mon coude a plié dans le mauvais sens. Évidemment, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça, mais moi, je n'ai plus jamais voulu prendre un bomb, pas de main. Par la suite, j'avais eu 1 ou 2 combats à la FLQ. Je manageais une équipe qui s'appelait les New Nike Boys. Et à un moment donné, il y a eu un combat 3 contre 3. Donc, moi et eux contre une autre équipe et leur gérant. Donc, j'ai gardé ça très, très simple. Je me souviens bien, j'ai pris le pin. J'ai perdu avec un Frog Splash. J'ai pris un Frog Splash qui est
qui est vraiment facile à prendre. Là. Ça me demandait juste d'être d'être couché au sol. Là. Ça ne me demandait pas grand manœuvre athlétique. Et puis, à la ICW, dans ma run de match que je vous disais que j'avais eu, j'ai lutté contre Luc Prou, 1 contre 1. Et puis, bon, j'avais un clan qui était à l'extérieur, mais quand même, j'étais 1 contre 1 dans le ring. Et à un moment donné, il m'a fait une souplesse. Et en me redescendant, j'ai eu le réflexe encore de vouloir mettre ma main. Donc, je me rappelle encore, il a scoopé ma main. Là, vraiment, là, juste au dernier moment, mon bras pour pas justement que mon coude fasse la même chose. Je me suis dit, OK, mon problème était ça. C'était que dans les airs, là, pendant qu'il me tenait en souplesse, c'est là que j'ai réalisé que je ne m'orientais plus. Je ne savais plus où me placer, je ne savais plus où j'étais. Donc, je me suis dit que c'était probablement le pire défaut pour être un lutteur, d'avoir la tête en bas et puis savoir où ce qui est. Donc, je me suis dit, OK, à partir de ce moment-là, je vais diriger les moves que je vais prendre dans un ring. Donc, mon move préféré à prendre, c'est devenu le sidewalk slam. Parce que je suis quand même tu sais, je fais 6 pieds 2, là, puis à une certaine époque, près de 275, 280 livres. Donc, j'étais quand même un gros bonhomme. Et un sidewalk slam, je me disais, c'est quand même assez crédible pour un lutteur de me soulever sur le côté puis de m'écraser. Moi, ça me demandait de rester à l'horizontale, ce que j'aimais énormément. Et puis, c'est ça. J'étais capable de courir les câbles. Quelqu'un me whippait d'un câble, je revenais, je m'agrippais, sidewalk slam, boom. C'était super facile à prendre. Mais j'ai jamais... À part ça, je me souviens à un moment donné, j'avais eu un match. J'avais pas eu un match, je manageais Steve Charrette, le roi du hardcore. Dans son dernier match qu'il y a eu à la ICW pour la levée de fonds que la promotion faisait pour les 24 heures, il appelait ça les 24 heures de lutte pour la maladie de Crohn. Et puis, à un moment donné, bon, on est heel, puis on arrive, c'était ça un peu la ICW, c'est que on savait où on voulait aller, mais on ne se parlait pas vraiment de comment on s'y rendait. Tout ce qu'on savait, c'était à la fin du show, Steve perdait et moi, on se revirait un sur l'autre. Moi, j'avais écœuré la foule toute la fin de semaine. Donc, il fallait que lui se revire Babyface sur moi. Puis, il y avait Luigi qui était pour être impliqué là-dedans, mais c'est tout ce qu'on savait. Puis, la pire guerre que tu pouvais faire à la ICW à l'époque, c'était de dire à Luigi, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Comment est-ce qu'on fait ça? Sa réponse, c'était on va s'arranger dans le ring. C'était comme dans le temps. Là. Oui, lui, c'est le même qui avait appris. C'est le même, ça marchait. Puis... C'est le même qui avait appris. Fait qu'on est arrivé là-bas. Et puis, c'est là que j'ai réalisé vraiment à quel point ça, là, on est, je sais plus, là, j'étais retourné à ICW. Donc, peut-être 2004, 2005, 2006, dans ce coin-là. Et puis, peut-être même un petit peu après. Là, en tout cas, quelque part dans les milieu des années 2000. Ou fin 2000, bref. Et c'est là que j'avais réalisé à quel point que j'avais catché comment ça fonctionnait, le pouvoir de contrôler une foule avec juste un micro. C'était pas la première fois que je le faisais, évidemment, mais c'est vraiment la fois où j'ai réalisé que, OK, je ne savais pas du tout où je m'en allais. Puis ça s'est juste placé correctement dans ma tête, où je me rappellerai toujours, Luigi, à la fin du match, Luigi qui dit à Steve Charrette, c'est de la faute à Sexy si t'as perdu, c'est de sa faute à lui. Puis moi qui commence à juste faire OK. Puis ça, là, à partir de là, il n'y a rien de prévu. Là. Rien. Et là, je me reviens vers Luigi puis je dis hey, t'es un écœurant, hein, toi, de mettre ça sur mon dos. Tu le sais en plus que c'est pas de ma faute. Tu le sais la raison pourquoi Charrette il a perdu. Il est fini. Il est plus capable, Charrette. Il est out of shape, Charrette. C'est à cause de lui, puis lui seul qui a perdu. J'ai absolument rien à voir, mais toi, tu mets ça sur mon dos pareil, hein? Et là, je me reviens, puis évidemment, Steve me regarde avec des yeux qui sortaient de la tête. Et juste à ce moment-là, la foule a compris. Il a regardé la foule. La foule s'est naturellement mis de son bord. Et là, j'ai comme fait, ben non, Steve, c'est pas ça que je voulais dire. Ben non, Prou, c'est de ta faute, tu vois ce que tu me fais faire, là. Puis là, j'en mets encore, puis là, Steve me pogne au collet, il demande à la foule, il m'a donné une claque au visage. Ça, j'ai hâte de prendre ça. J'ai jamais eu peur de prendre un coup, là, même si je n'étais pas le plus athlétique. Serge Prou m'a déjà passé par-dessus un guardrail, puis la seule chose qu'il m'a dit, c'est « over ».
Et là, j'ai fait, oh shit, il faut que je passe par-dessus une clôture de métal. Puis je suis juste passé par-dessus. Là. Je ne me suis pas posé de questions. Là. Et là, j'ai mangé une claque d'en face. J'avais des lunettes soleil sur la tête. Je pensais qu'elles étaient à la 3e rangée. Elles étaient encore sur ma tête, les lunettes. Et ensuite, il m'a mis dans le coin puis il voulait me chopper. Puis là, c'est moi qui lui ai dit, enlève mon T-shirt. Parce que là, il ne m'enlevait pas le T-shirt. Je voulais que ça fasse du bruit. Je voulais, et c'est le dernier show, là. Je voulais que la foule ait ce qu'elle avait besoin d'avoir. C'est moi qui mange une vraie volée. Donc, il m'a chopé. Je suis revenu en arrière, mon T-shirt dans les mains. Je pleurais quasiment. Je me suis enfargé. J'ai dit plus jamais je reviens ici. Puis je suis parti en arrière. Puis la foule était super contente. Mais c'est vraiment ce soir-là où j'ai comme fait oh shit, OK, tu sais, en improvisant, on a réussi à faire ça. Puis à lever une foule qui était très old school. Là. Ça n'aurait pas marché avec une foule de la IWS. Mais la foule de la ICW, elle était très old school et ce genre de dangle-là fonctionnait super bien. Puis, c'est une adrénaline. Hein? Traverser un rideau, se faire huer, se faire applaudir, faire un angle comme ça, puis faire réagir la foule, c'est un feeling qui est dur à décrire, mais qui est tellement fort quand tu es dedans que je peux comprendre des gars qui sont pas capables de décrocher. Des fois, je critique Undertaker, blablabla, mais je peux comprendre que une personne devient un peu accro à ça. C'est comme une drogue. Puis moi, j'ai une petite expérience. C'est la scène indie au Québec dans un rôle qui n'est même pas celui de lutteur. Et je l'ai senti, là, ce feeling-là. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial. C'était quoi ta question déjà? J'ai-tu répondu à ta question? Oui, ben oui. Okay. Oui, tout à fait répondu à cette question. C'est vrai que ça doit être spécial, surtout que comme moi, je me sentirais, c'est anxiogène pour moi là, de ne pas avoir de chemin ou au moins quelques petits repères, puis arriver au bout, puis dire OK, mais c'est de l'impro, puis c'est sûr que tu gagnes tout ton. C'est là que ça devient le fun, là. C'est là que tu as le sentiment toi-même, genre de OK, là, je suis en train de créer de quoi, là, il se passe quelque chose. Là. Ah, ben oui, ben absolument. Puis, tu sais, ça m'a aidé plus tard parce que cette facilité-là à improviser. Tu sais, moi, je n'avais jamais fait d'improvisation au cégep, au secondaire. Moi, mon improvisation, mon école, ma LNI à moi, ça a été la ICW. Tu sais, je le répète, là, la FLQ a été une école exceptionnelle, puis j'y suis retourné à la FLQ. Mais l'impro, je l'ai appris à la IC. Puis ça, l'impro, puis animé aussi, c'est là que j'ai commencé à la IC. Fait moi, quand TVA Sport, ça a commencé, ben, y a une partie de ça qui vient de ce que j'ai appris, de comment j'ai grandi là-dedans à la ICW, Puis l'impro, ça m'est resté, puis ça me reste encore aujourd'hui, je suis capable de justement d'avoir un sens de la répartie, puis de répondre à un Kevin Raphaël qui a un excellent sens de la répartie, puis justement d'être capable de penser sur mes deux pieds très rapidement, puis de sortir quelque chose, puis ça ait du bon sens. Des fois, tu t'en échappes, là, tu peux pas frapper pour 1000, mais c'est ça. Fait, il y a encore, mon expérience sur la scène indie m'aide encore aujourd'hui. On sait que, tu l'as parlé tantôt, tu as écrit des livres de lutte. Depuis, tu nous as fait beaucoup de références, mais d'où vient la passion pour écrire des livres de lutte? Pour l'histoire, dans le fond. Pour l'histoire, oui. C'est toujours, c'est du passé, là, puis c'est quand même, tu t'es pas nécessairement vu lutter ou genre tu étais vraiment jeune ou... Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Jeune, je voulais devenir journaliste sportif. Finalement, bon, les choses m'ont pas amené là. Cependant, j'ai fini par étudier, quand je disais j'étudiais à l'université tantôt, je voulais être professeur. À un moment donné, le journalisme a changé pour être professeur. Et au départ, je voulais être professeur au primaire. Vraiment par paresse, là, parce que je me suis dit, au primaire, tu n'as pas à apprendre de matière. Toute la matière à donner, tu la sais par cœur. Je sais écrire en lettres attachées, puis je connais ma table. Je connais mes multiplications, en fait, je suis correct. Au secondaire, il fallait que tu apprennes des choses parce qu'il faut que tu retiennes justement, des choses à partager par la suite. Je trouvais ça dur. Fait que finalement, j'ai été refusé au primaire et c'était des programmes contingentés à l'époque, puis j'ai été accepté au secondaire. J'avais appliqué en histoire géo. L'histoire m'avait toujours un peu attiré. Un peu moins la géo, mais un peu plus l'histoire. Moi, avant de connaître l'histoire de la lutte, jeune, je connaissais l'histoire du hockey. Là. À genre 11 ans, je pouvais te
te reciter les expansions qu'il y a eu dans l'histoire du hockey de 1917 jusqu'à... les Sharks n'étaient même pas arrivés à ce moment-là, jusqu'à où est-ce qu'on était à ce moment-là. Donc, pour vrai, je connaissais l'histoire du hockey avant de connaître celle de la lutte. Puis j'ai eu la chance d'avoir un père qui était plus vieux que la moyenne des pères de gens de mon âge. Donc, ma mère m'a eu, elle avait 25 ans, mon père en avait 45. Donc, il était quasiment une génération avant, tu sais. Donc, moi, mon père me parlait de lutteurs et de joueurs de hockey. Tu sais, mon père était là au forum la fois de l'émeute de Maurice Richard. Tu sais, je veux dire, c'est... Oh, ouais, OK. Il était là, il était pas... C'est pas un enfant bébé, là. Il était adulte, là. Il avait 25 ans, là. Il s'en souvient très bien, là. Tu sais, c'est son ami à lui qui avait donné un coup de poing sur la gueule à Clarence Campbell. Bon, tu sais... ah oui, mais mon père me racontait plein d'affaires, puis à un moment donné, tu fais comme, tu sais, il exagère, puis tout ça. Puis à un moment donné, il me disait qu'il avait été même au secondaire avec Jean-Paul Chartrand senior. Puis j'étais là, ouais, OK, tu sais, ça se peut. Puis il me montre des photos. Puis ben, ouais, il me reconnaîtra encore aujourd'hui. Mais tu sais, des fois, tu dis tes pères, tu sais, nos pères exagèrent un peu. Puis à un moment donné, je parle à Jean-Paul Chartrand senior. Et il me dit, Patrick Laprade, il dit, êtes-vous parent avec Guy Laprade? Je suis comme, ben, tabarnouche. Hey, les deux ne se sont pas parlé depuis je ne sais pas combien d'années. C'est la première chose qu'il me dit. Je n'ai plus jamais remis la parole de mon père en doute. Mais c'est ça, tu sais. Puis en bout de ligne, ben, il me parlait d'un paquet de lutteurs que je n'avais jamais vu lutter, effectivement, mais que quand je me suis mis à lire davantage sur l'histoire de la lutte au Québec, c'était des noms que mon père me parlait, tu sais, Bob Langevin, Jumping Joe White, Sam Chuck, les frères Dufresne, les frères Lortie, tout du monde, tu sais, qui était, bon, évidemment, Yvon Robert, puis Larry Moquin, les pères de gens de mon âge, je n'avais pas connu ces gens-là, ou ils en avaient entendu parler, mais ils n'avaient pas connu, tu sais, mon père les a... Tu sais, mon père a vu le père d'Olivier Guimond, là, jouer. Oh, ouais. C'est ça, comme diraient mes amis, c'est un vétéran. Là, fait que moi, j'avais toutes ces connaissances-là que mon père me transmettait, puis ces souvenirs-là. Donc, moi, après ça, fait que je sais pas, l'histoire m'avait toujours attiré, l'écriture m'avait toujours attiré, tu sais, étudier pour être prof en histoire, géo, je voulais être journaliste. Les choses se sont pas passées comme ça. Je suis ni devenu journaliste ni professeur, mais visiblement, c'était des affaires qui m'attiraient. Et puis, quand j'ai fait mon premier almanach sur la lutte au Québec, pour moi, ça allait de soi qu'il fallait que je fasse un temps de la renommée, justement, pour parler des anciens lutteurs qui avaient marqué l'histoire de la lutte au Québec. Et puis, quand est venu le temps de faire un 5e almanach, puis ça, c'est des almanachs là, que je faisais français-anglais. Je les écrivais moi-même. J'allais chez un de mes amis, Fred Fournier, gros chaleur à Fred, où il y avait une compagnie genre impression rapide, quelque chose comme ça. Et il y avait il y avait un logiciel où lui, il pouvait facilement monter ce genre de livre ou magazine-là. Donc, on passait des soirées, là, il ne me chargeait rien, là, je payais le lunch, puis c'est tout. Puis, on montait ça ensemble, il les imprimait, à peu près 500. Moi, je partais avec ça, là, puis j'en vendais partout au Québec dans les promotions où j'allais. Quand j'avais des amis qui allaient... Si j'allais aux États-Unis, je les amenais avec moi. Lufisto en a déjà vendu au Japon, ces choses-là. Écoute, il y en a un qui est en vente sur eBay depuis... je pense, 3-4 ans. Le gars l'a acheté 8 piastres à l'époque, il le vend 22 piastres. Je suis comme, même pour moi, c'est trop cher. Commande Buddy. Moi, je sais combien tu l'as acheté. Là, mais c'est ça, puis ça a connu un certain succès. Puis ça me permettait de me promener de fédération en fédération, puis de me faire connaître aussi un peu partout au Québec avec ça. Puis par la suite, quand je voulais faire le 5e anniversaire de l'Almanach, je voulais faire un top 25 des meilleurs lutteurs au Québec de l'histoire. Et puis, les meilleurs lutteurs québécois plutôt. Et j'ai envoyé des bulletins de vote à un paquet de monde, des anciens lutteurs, des journalistes. Paul Leduc m'avait mis en contact avec beaucoup de gens, beaucoup de vétérans, entre autres Gino Brito, puis Raymond Rougeau, puis Mad Dog Vachon. Mad Dog Vachon a voté pour mon Hall of Fame pendant une couple d'années. Je me souviendrai toujours qu'il m'avait, la dernière fois qu'il a voté, il m'avait envoyé ça dans une enveloppe. Il m'envoyait toujours une coupe de 8 par 10. Moi, je mettais toujours une enveloppe prêt à franchir de retour.
Et lui, il l'utilisait pas. Il me mettait 4, 5, 8 par 10 signés, le bulletin de vote, puis il me renvoyait ça. Puis la dernière fois qu'il me l'a renvoyé, sur l'enveloppe, il a marqué « Excuse pour mon retard, mais je serai en avance pour l'année prochaine. Continue ton bon travail, Mad Dog Vachon. » C'est spécial d'avoir ça. J'ai eu la chance de le rencontrer, Maurice, à plusieurs reprises. Donc, c'était spécial. Mais ça, c'est Paul Leduc. Ça, c'est Paul qui m'a mis en contact avec la majorité de ces vétérans-là. Et puis, finalement, quand il est venu le temps d'écrire les biographies qui venaient avec ces lutteurs-là, je me suis dit, c'est sûr que là, bon, je voulais commencer à les écrire. Je voulais le faire français-anglais. Puis, il y avait le publiciste de la IWS, Michael Ryan, qu'on appelait, son nom, c'était Lacor. Et puis, Keller Kowalski était décédé en 2008 et il avait fait, sur son blog, il avait écrit un super bel article sur Keller Kowalski. J'ai fait, oh wow, Mike, il s'y connaît en histoire de lutte au Québec, je ne le savais pas. Donc, je suis entré en contact avec. Je lui ai dit, écoute, ça t'intéresserait-tu? Voici c'est quoi un peu le projet, ça t'intéresserait-tu? Puis il dit, ben oui, absolument. Fait que là, on a parlé de comment est-ce qu'on ferait. Puis à un moment donné, il est arrivé avec l'idée d'interviewer les lutteurs pour avoir un peu plus de nouveau matériel à ça. Je fait, ah, OK, c'est pas fou, j'aime ça. Puis là, à un moment donné, il me dit, ben écoute, peut-être qu'on a plus que juste un top 25. On pourrait parler d'une couple d'autres side stories qu'il disait, comme il disait. Je sais pas, moi, bon, on parle des Rougeaux, on pourrait parler de la fois que les Rougeaux ont battu la Hart Foundation en 87 à Montréal pour les ceintures par équipe de la WWF, puis une couple d'autres anecdotes comme ça, puis faire comme des histoires un peu sur le côté. Puis, de fil en aiguille, on a vite réalisé qu'on avait un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, là, qu'on était en train de faire ça. Malheureusement, son travail ne lui permettait plus de passer du temps là-dessus. Mais là, moi, j'avais aimé ça, là, penser à deux, puis commencer à trouver les idées à deux et tout ça. Donc, j'ai communiqué avec Bertrand Hébert, que je connaissais depuis quelques années déjà à cause de nos implications sur la scène indépendante. Et puis, je savais que c'était bon, un gros fan de lutte, puis surtout dans les années 80, tout ça, tu sais. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ça t'intéresserait-tu? Puis tout de suite, il dit, ben oui, absolument. Et il dit, par quoi tu veux que je commence? Ben, j'écoute. Il dit, écoute, moi, il dit, mon lutteur préféré, ça a toujours été Rick Martel. Bon, ben, j'ai vas-y avec le bio de Rick, je n'y ai pas touché encore, donc vas-y avec ça. J'ai envoyé l'entrevue que j'avais fait avec Rick, et j'ai dit, j'ai besoin d'à peu près 4-5 000 mots. Il m'en a fait 13 000. On était à ça de faire un livre juste sur Rick Martel. À partir de ce moment-là, je dis, OK, j'ai la bonne personne avec moi. Puis après ça, on a continué à travailler là-dessus ensemble. Wow. Il y en a combien? T'en as combien de livres? J'en ai 4. Tu peux les flaguer, c'est le temps. Ah, c'est le temps. Bon, le premier, en fait, oui, ça, c'est Mad Dog Vachon. C'était le deuxième. Notre premier, en fait, il a été publié en anglais parce que ça faisait au moins 1 an et demi qu'on avait fini pas mal l'écriture dans notre livre et on cherchait un éditeur et on n'arrivait pas à en trouver un. Tous les éditeurs au Québec nous ont refusé. J'ai encore les lettres. Écoute, c'était incroyable. Ils nous disaient tous la même chose. La lutte était morte depuis trop longtemps au Québec et puis qu'ils ne voyaient pas le moyen de faire des profits avec ça. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Bertrand, je dis, bon, regarde, on va essayer quelque chose, là. On va essayer en anglais. ECW Press est une maison d'édition qui avait déjà publié beaucoup de livres sur la lutte à ce moment-là. Puis, j'ai dit, écoute, ça pourrait les intéresser, peut-être. Fait, moi, là, j'ai jamais été genre traditionnel dans mes démarches, là, même ici au Québec. Là. Moi, je n'envoyais pas le manuscrit à l'adresse qui nous disait d'envoyer le manuscrit sur le web. Là. Moi, je prenais le téléphone, puis j'appelais. Puis souvent, j'appelais la personne que je voyais la plus haute dans la hiérarchie, sans nécessairement que ce soit les hauts patrons. Donc, souvent, c'était l'éditeur senior ou bon, vice-président à l'édition, quelque chose comme ça. Puis souvent, au téléphone, j'avais des super bons contacts, mais c'est quand tout le monde se réunissait ensemble que là, le vote ne passait pas. Donc, j'ai appelé. Puis j'ai parlé à Michael Holmes, qui était l'éditeur en chef là-bas à ECW Press, il est encore aujourd'hui. Et il m'a dit, ben oui, c'est sûr, ça m'intéresserait. Il dit, tu peux-tu traduire 2-3 chapitres, nous envoyer ça? C'est parfait. Fait qu'on a traduit, on a envoyé ça. Et il a fait comme, OK, comment rapidement vous pourriez faire traduire le reste? Donc, Bertrand et moi, ben, on est
bon en anglais, mais en même temps, on s'est dit, crème, c'est de la job aussi. Là. Donc, c'était durant l'été, on a engagé une chargée de cours à l'université McGill ou Concordia, Concordia, je crois, qui cherchait des gigs de traduction et qui ne chargeait pas le prix d'un vrai traducteur. Donc, elle nous a traduit ça. Il a fallu compléter un peu parce que, bon, la terminologie sportive, c'était peut-être pas son fort. Donc, on a un peu contribué à ça. Et puis, on a envoyé le livre à ICW Press. Quelque part en 2011, ça devait sortir à l'automne 2012. Finalement, c'est sorti au printemps, en février 2013. Et je me souviens encore, moi, là, j'avais dans la tête de faire un gros lancement. C'était le premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Okay, le premier. Bon, Jacques Rougeau a fait un livre là, qui n'est pas un livre. Il appelle ça un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. C'est pas un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Okay? C'est un livre qui a les mots « Histoire de la lutte au Québec » sur la couverture, mais ce n'est pas un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Je tiens à le répéter. Donc, c'était le premier. Nous autres, c'était le premier. Le premier vrai livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Et puis, moi, j'avais un lancement là, en tête. Là. Ça faisait, depuis qu'on avait envoyé notre manuscrit à ICW Press puis que les photos s'étaient réglées, moi, dans ma tête, là, c'était... Ah oui, puis les photos, c'était important parce que nous, à chaque fois qu'on rencontrait un lutteur, on s'assurait de scanner sa collection personnelle. On voulait ramasser le plus d'archives possible. Donc, on a eu là, des photos là, de collection de partout. Là. Paul Leduc, là, j'ai une copie, j'en sais toujours reconnaissant, j'ai une copie de son disque dur. Là. Et lui, il avait la collection de Bob Langevin. Donc, c'était fou. Mais Rick Martel, Gino Brito, Frenchy Martin, mon Dieu, Mad Dog Vachon. Donc, tu sais, Paul Vachon aussi. Donc, c'était vraiment... on avait beaucoup d'archives, donc on a eu droit à beaucoup de photos. Gracieuseté de toutes ces légendes-là. Et puis, moi, à partir du moment où les photos étaient réglées, je travaillais sur un lancement. Moi, dans ma tête, je n'avais jamais organisé de lancement de ma vie, mais je me suis dit, c'est pas vrai, ce livre-là va passer incognito. Et puis, je me rappelle à Toronto, notre maison d'édition, c'est là que j'ai vu un peu les deux, tu sais, qu'on dit les deux solitudes, là, tu sais, qu'on est dans deux mondes différents, le Québec et l'Ontario. Eux autres ne comprenaient pas à quel point l'histoire de la lutte au Québec avait été riche puis était pour attirer des gens. Et moi, je leur expliquais, non, c'est parce que vous ne comprenez pas, là, ça va vraiment fonctionner. T'sais. Ils disaient, ouais, OK, mais souvent les médias disent qu'ils vont être là, puis ils ne seront pas là. Fait, assurez-vous d'inviter vos familles puis vos amis, parce que des fois, vous allez peut-être juste être 15 ou 20. T'sais. Moi, je dis là, mais de quoi tu parles, 15, 20? On va avoir 200 personnes cette journée-là. Puis il va y avoir des médias de partout. Puis je voyais là, que, tu sais, j'arrivais là, avec mes encyclopédies et j'essayais d'y vendre un rêve. Là, puis elle n'embarquait pas là-dedans, mais pas du tout. Mon éditeur est venu de Toronto, Michael Holmes. Et ben, pour voir qu'il y avait 200 personnes. Puis il y avait RDS, TVA Sport, Radio-Can qui faisaient des lives de là. Il y avait le Journal de Montréal, il y avait La Presse, il y avait MCGL pour Infoman. Il y avait Raymond Rougeau, il y avait Ricky Martel, il y avait Frenchy Martin, il y avait Paul. Paul Vachon, étais-tu là ou les deux Paul n'étaient pas là? Là, je ne me souviens plus, mais il y avait Gino Brito, évidemment. Il y avait Armand Rougeau, il y avait Joanne Rougeau. Il y avait, puis là, les Proux étaient là, puis Carl était là, c'est ça. Paul ne pouvait pas, je pense que Paul avait eu des ennuis de santé. C'est Carl qui était venu à sa place, je crois. Il y avait du monde, là. Il y avait des vétérans qui étaient là. Et on avait une cage au sport à la place Versailles, bien pleine, avec un paquet de médias. Puis, mon éditeur, comme fait, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un lancement comme ça, là. Wow. Et ça a été un succès sur toute la ligne. Et à cause de ça, ça a fait du bruit. Et là, tu as Libre Expression qui a comme fait, hey, comment ça, on n'a pas vu ça passer. Mais Québécois, Libre Expression fait partie de Québécois. Québécois m'avait déjà dit non. Donc, je n'avais comme pas relancé tout le monde à Québécois en me disant, si Québécois t'a dit non, c'est bon pour tout le monde. Et puis, on dit, on est intéressé. Puis, tu vois, au mois d'octobre, on sortait. En anglais, c'était Mad Dogs, Midgets and Screwjobs. Et en français, c'était à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ensuite,
Le premier jeudi qu'on est au Salon du Livre, ma toute première présence à moi et à Bertrand au Salon du Livre, ce jeudi matin-là, Mad Dog Vachon décède. Mon téléphone ne dérougit pas. Radio-Can, TVA Sport, RDS voulaient que je fasse des entrevues les 3 à midi. J'ai comme fait, OK, c'est parce que là, ça ne marche pas, là, votre affaire, je ne peux pas être partout. Fait que j'ai fini par faire les 3. Là. Je me suis parqué à une plage, j'ai fait le reste à la course. C'est tout dans le même quadrilatère. Hein. Bertrand faisait des entrevues radio, moi, je faisais des entrevues télé. On s'est ramassés les 2 à Denis Lévesque avant d'aller à tout le monde en parle, pas à tout le monde en parle, mais au Salon du Livre. Et en chemin, je disais à Beurre, hey, une bonne biographie sur Maurice. Là. Il me semble que ça serait bon. Il y en avait eu une autobiographie dans les années 80, mauvaise, là, mais mauvaise. Là. Les gars, vous ne comprenez pas. Là. Ah, ouais. Il nomme un lutteur à un moment donné. Il dit, ah oui, Mad Dog Vachon a déjà lutté en équipe avec Al Kogan. A-L, espace, Kogan, C-O-G-A-N. Oh, et moi, sur le coup, non. je suis comme, c'est qui ça, Al Kogan? Et là, à un moment donné, je le répète plusieurs fois fort. Hulk Hogan, Hulk Hogan, Hulk Hogan. Hulk Hogan! Pas fort. Hulk Hogan, son alter ego, bien évidemment. Donc, c'est ça. Et puis, il m'a dit, ben oui, je pense que, tu sais, surtout que, tu sais, on venait voir tout le battage médiatique qu'il y avait eu sur lui. Donc, arrivé au Salon du Livre, on en parle à nos éditeurs. Ils font comme, ben envoyez-nous un projet, mais oui, ça pourrait nous intéresser. Eux-mêmes avaient eu des appels de médias pour nous parler à nous autres. Donc, ils avaient réalisé à quel point là, le dessin de Maurice avait frappé fort. Un mois après, moi et Yves Thériault, qui était le documentariste de Maurice, un documentaire, mon Dieu, c'était quoi le nom du documentaire? Yves va me tuer. Une vie, non, pas une vie de chien. Hey, là, je m'en veux. Bref, un documentaire, il avait passé à TVA. Ça va me revenir. Et c'est ça. Puis bon, je m'étais fait ami avec Yves avec les années. J'avais été invité à l'intronisation de Maurice au Panthéon des sports du Québec. Et puis, il voulait, les funérailles étaient pour se dérouler juste aux États-Unis. Donc, il voulait faire quelque chose au Québec, puis il voulait l'organiser avec moi. Fait qu'on s'est tous les deux mis à la tâche. On a ramené 200 personnes à la Cage au Sport à la place Versailles au mois de fin novembre, début décembre, pour rendre hommage à Maurice. Et puis c'est là qu'on a annoncé qu'on faisait un livre sur Maurice Vachon. Donc, il y a eu une version française qui est sortie. ECW Press est intéressé par une version anglaise. Donc, la version française est sortie en avril 2015. La version anglaise est sortie juste en 2017, je ne me trompe pas. Donc, 2 ans après. Et puis, ouais, fait que ça a été notre deuxième. Dans les 2 langues en plus, parce qu'on était bien, bien fiers de ça. Par la suite, Bertrand a commencé à travailler sur le livre sur Pat Patterson. Parce qu'à cause de la TOW qui avait fait des enregistrements télé pour RDS à l'époque, Bertrand avait eu la chance de travailler avec Pat. Et quand Pat se cherchait un auteur avec qui travailler, ça n'avait pas marché avec le dernier que la WWF lui avait trouvé, WWE lui avait trouvé. Sylvain Grenier et Marc Blondin, ils ont dit, écoute, tu sais, Bertrand, il a écrit 2 livres déjà, peut-être qu'il pourrait être une bonne personne pour toi. Et ça a fonctionné. Fait que moi, de mon côté, j'ai comme fait, c'est ça, tu veux faire un livre tout seul, moi aussi, je suis capable. Mais non, c'est pas de même que ça s'est fait pantoute. Mais j'étais à Shimmer, qui est la plus grosse organisation de lutte féminine en Amérique du Nord, et j'y allais régulièrement parce que, je suis quand même bien impliqué avec la lutte féminine. Et il y avait Dan Murphy, qui écrivait à l'époque pour le Pro Wrestling Illustrated, qui suivait également beaucoup la lutte féminine. On se voyait toujours à Shimmer. Et puis, des fois, il venait même ici à Femme Fatale voir les shows. Et puis, finalement, j'y ai proposé l'idée de faire un livre sur l'histoire de la lutte féminine. Ça non plus, c'était jamais fait. Et il a embarqué tout de suite. On l'a pitché à ECW Press. Puis, ils ont embarqué dans le projet. Donc, on a sorti ça la même année que... Non, pas la même année que Bertrand. Non, Bertrand sorti en 2016. On a sorti Maurice en anglais et ce livre-là, Sisterhood of the Squared Circle, qui est l'histoire de la lutte féminine à travers le monde en 2017, je ne me trompe pas. Donc, voilà, ça a été mon 3e et le 3e à Bertrand. Et ensuite, j'ai été impliqué dans
avec le documentaire qui avait passé à HBO sur le géant ferré, sur Under the Giant. Donc, à un moment donné, j'avais entendu parler d'une couple de personnes que ah ouais, j'ai parlé de toi pour le documentaire à HBO, tout ça. Puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis effectivement, c'est l'équipe qui m'appelle. Au début, il m'offrait juste d'être d'être un peu traducteur, puis il y avait de la misère à communiquer avec la famille en France du géant, puis il voulait que je leur traduise une couple de vidéos, que je fasse des appels pour eux en français, puis moi, je leur ai fait un pitch comme quoi je pouvais leur apporter beaucoup plus. Ils ont aimé ça. Et ils me rappelaient, non seulement pour me dire qu'ils acceptaient ma proposition, mais qu'ils voulaient m'emmener avec eux en France pour interviewer la famille. Wow. En fait, OK, on n'est plus à la même place. Là. Non, c'est ça. Et puis, moi et Bertrand, on connaissait le neveu du géant Boris Roussimov qui habitait ici à Montréal. Et puis, il était venu à un de nos lancements, je pense sur Maurice Vachon d'ailleurs. Parce qu'on a fait aussi un lancement pour Maurice Vachon. Là, c'est devenu comme une habitude. Là. C'est de valeur pour le géant, on n'a pas pu le faire parce qu'on avait vraiment quelque chose de drôle de planifié. Mais c'est ça. Puis là, on était en France. On a interviewé. C'est moi qui faisais les entrevues off-cam. Ils m'ont interviewé pour le documentaire également. Ça a été une expérience complètement folle. Et les gars, on restait dans le même hôtel que le géant ferré est décédé en janvier 1993. Et un des membres de l'équipe était dans la même chambre. Wow. Ouais, c'était un peu weird, là. Ésotérique ou whatever, là. C'était assez spécial. Quand tu vois, là, dans le documentaire, à un moment donné, là, quand on arrive justement vers sa mort, puis ils disent, il est rentré se coucher, puis là, le lendemain matin, c'est là qu'il répondait plus, puis tu vois comme une image de soir qui passe au jour, là. C'est qu'ils ont installé une caméra, puis ils ont filmé le coucher du soleil, puis la nuit, puis le lever du soleil, puis tu fais passer ça en rapide, puis là, ça te fait une belle image. Mais ça a été dans la chambre où le géant est décédé. C'était vraiment spécial. Bref, ça a été une super expérience. Le jeudi, moi, c'était ma dernière journée de TP. On venait de faire mon entrevue. Tout le monde était super content. Et eux autres, ils restaient une journée de plus pour juste faire des scènes, là, juste filmer du paysage. Moi, je m'en revenais parce que j'avais un show à aller avec Bertrand pour aller vendre nos livres. Bref, il fallait que je revienne ici. Le jeudi, c'est mon souper de départ. Je suis en train de me préparer et je reçois un courriel de la secrétaire de l'ancien boss de TVA Sport qui disait que Serge Fortin aimerait vous rencontrer pour un projet concernant la lutte. Ça, c'est le jeudi où je venais de finir ce qui était à ce moment-là le plus gros projet sur lequel j'avais travaillé. J'avais fait le documentaire des Rougeaux. J'avais fait le documentaire des Rougeaux à RDS, dont je suis très, 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 très fier. Là. Ça a été vraiment une belle réussite, ça, dans le cadre des 25 ans d'émotion. J'avais aussi fait de la recherche et des entrevues off-cam et tout ça, mais là, c'est HBO, là, c'est en anglais, c'est vraiment ailleurs. Et puis, là, je reçois ça, puis je suis comme, oui, je suis disponible telle journée. Elle dit, parfait, on confirme avec aussi la directrice de la programmation. Je suis comme, oui, pourquoi ils me parlent, eux autres? Puis, c'était pour la lutte WWE. On est en octobre, non, on est en septembre. Non, je me trompe là. On est au mois de mai, en mai 2017, donc à peu près 5 mois avant qu'on commence en octobre 2017. Donc, ça a été vraiment, back à back, des affaires que tu penses pas, puis les deux se sont comme entrecroisés dans l'espace-temps. C'était assez spécial. Puis moi, les gars, je vais vous faire une confidence, là. J'aimais pas ça commenter. J'étais pas bon à faire ça. Les quelques fois que j'avais fait ça sur la scène indie pour des DVD, j'étais pas bon. Parce que mon plus gros défaut, c'est que je suis pas bon pour me rappeler des moves. C'était mon plus gros défaut. Je suis pas bon pour... c'est une Northern Light, ça, ou c'était... c'est quoi déjà ce move-là? J'étais pas bon, donc j'aimais pas... Tu sais, quand t'es pas bon dans quelque chose, tu finis par pas aimer ça. Mais là, TVA Sport t'appelle pour la WWE en français après 19 ans. Tu fais comme, m'a finir par être correct, là. Faut que tu finisses par être correct. Ouais, bon. Je peux pas dire non à cette opportunité-là. T'sais.
Et ben, c'est de même qu'on a fait une couple d'auditions. En fait, on était les seuls en audition, mais ils voulaient qu'on fasse des pratiques et tout ça. Il fallait que le WWE nous approuve. Et ensuite, on a fait des pratiques. Ouais, il a fallu faire un screen test, puis ensuite, ben, on a commencé le show. Ouais. Fait que ça a été des expériences, tu sais, que si 1 an avant, tu m'avais dit, ouais, tu vas faire un documentaire à HBO qui va être vu par au-dessus de 10 millions, puis tu vas aussi commencer à animer la lutte à TVA Sport, j'aurais comme, ben, t'es fou, man, là, je peux juste vendre mes livres tranquille, là. Puis c'est sûr que mon implication dans le documentaire a fait en sorte que là, ben, Bertrand et moi, ben, on a fait comme, ben, OK, là, c'est le temps de proposer un livre sur le Jean Ferré, parce qu'encore là, il y en avait eu un par la WWE en anglais. Et c'était mauvais. Bon, eux autres savaient comment écrire Hulk Hogan, mais ils faisaient juste des descriptions de matchs. Oh, c'était ça. Et la partie entre le moment où c'était genre du play-by-play de match. Et bon, agrémenté de quelques citations puis d'un peu de texte. Puis entre le moment où il naît et le moment où il arrive à la WWF du temps de Vince McMahon Senior, il y a à peu près 30-35 pages. Nous, on a 11 chapitres entre le même moment. Fait que, on voulait faire quelque chose de complet, puis écoute, on en a des commentaires. Fait que, là, on a sorti ça en anglais. On a travaillé fort pour avoir une version française de ce livre-là également. Il a fallu même travailler avec une autre maison d'édition, Cléber Expression, qui avait publié nos 2 premiers livres. Donc, on a travaillé avec Urtubise. Et ben, on a sorti The 8 Wonders of the World, puis la 8e merveille du monde. Fait, dans le fond, on a 4 livres. 3 en commun, Bertrand et moi. Puis les 3 qu'on a en commun ont été publiés en français puis en anglais, ce qui est quand même rare là, dans le milieu, puis on est très, très fiers de ça. C'était quoi ta question déjà, puis est-ce que j'y ai répondu? Mais oui, la question est répondue. Je pense que ça se peut que ce soit L'homme derrière la bête, le documentaire de Yves Thériault. Je le savais, je te voyais chercher, je voyais des différentes lumières devant ton visage. D'après moi, il est en train de me chercher ça. C'est exactement ça, L'homme derrière la bête. Une vie de chien, c'est le nom de sa biographie avec Al Kogan. Celle que tu dis, ouais, c'est ça. Qui ont juste, finalement, ils l'ont écouté parler, ben ils sont pas allés chercher. Mais c'est ça, on a su par la suite que, parce que, tu sais, moi, là, j'ai passé 3 jours là, avec la veuve à Maurice chez elle, à l'interviewer, à regarder à travers toutes les archives de Maurice. Lui, il avait fait, je pense, l'équivalent de 8-9 heures d'entrevue avec Maurice. Il est parti avec ça, puis il a écrit le livre. Ouais, c'est ça. Puis Maurice, il devait dire Hulk Hogan. Fait que visiblement, il écrivait au son. Oui, il écrivait au son. Ouais, mais écoute, si on prend, mais je trouve que c'est pas une bonne excuse. Je trouve que c'est vraiment juste vouloir faire une passe d'argent. C'était en 88. Il n'y a pas d'excuse de ne pas connaître Hulk Hogan. Non, je suis d'accord. Puis on prend l'exemple de Paul Vachon, le dernier des vilains. Oui. Ah, quel excellent film. Il aime pas la lutte, le gars qui a fait ça, là. Mais c'est un fanatique de documentaire. Thomas Rinfret n'aime pas la lutte, mais ça a été un maudit bon réalisateur là-dedans parce que j'y ai parlé récemment quand il a gagné le meilleur documentaire. C'est quoi au prix? C'est au prix Gémeaux? Oui, au prix Gémeaux. Écoute, premièrement, c'était mérité. Et deuxièmement, vous l'avez vu tous les deux, là, le film. Ouais. Moi, là, il y a 2 bouts, là. Puis ça, c'est un travail c'est un travail de réalisateur. Là. C'est pas la scène comme telle. C'est comment elle est montrée. Il y en a 2. Premièrement, quand Paul va à Calgary ou en Alberta, puis il est avec son fils, puis ils sont assis un à côté de l'autre, puis ils savent pas quoi se dire parce qu'ils se connaissent pas. Et là, à un moment donné, là, il laisse le moment aller juste assez longtemps pour qu'on ait un malaise. Juste pour le placement, tu te dis... tu fais comme... Oui, exact, mais il aurait pu couper ça vite. Non, il a laissé juste pour en aller chercher l'émotion. Puis ensuite, quand Paul, on s'en va carrément ailleurs, dans une autre gamme d'émotions, quand Paul attend que le monde l'appelle pour son 80e, que le téléphone ne sonne pas. Puis moi, je le connais, Paul, je le sais qu'il n'est pas patient, Paul, pour ces affaires-là. Et là, je le vois s'impatienter. Puis ils ont gardé ça assez longtemps, puis ça devient drôle, tu comprends? Et ça, pour vrai, il y a un travail là-dedans qui est sensationnel parce que tu aurais pu manquer, tu aurais pu passer à côté de 2 super belles scènes, puis ben non, il est rentré en plein là-dedans. J'ai eu la chance de collaborer un petit peu
avec ça, je suis au générique, mais tu sais, c'est pas comme les Rougeaux, c'est pas comme à HBO sur le géant ferré. Mais bon, la recherchiste, tu sais, on s'est souvent parlé, souvent m'envoyait des trucs à confirmer. J'ai envoyé les contacts pour les archives, pour ci, pour ça. Fait que j'ai collaboré le plus que j'ai pu. Et puis ben, je suis très, très, très content de les avoir aidés, même si c'est une infime partie du travail qui a été fait, parce que ben, ils ont fait un travail tellement exceptionnel que je suis super content juste que mon nom soit associé avec un travail aussi bien fait. Donc, pour vrai, je suis sorti de là et je me suis dit c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Oublier la lutte, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. À partir du moment où l'histoire est intéressante, qui te font passer par plein de gammes d'émotions différentes. Je me fait wow. Et la deuxième et la troisième fois que je l'ai revu, je pense que j'aimais encore mieux ça les fois d'après. Donc, pour vrai, ceux qui nous écoutent et qui n'avaient pas vu les derniers vilains, trouver une façon d'écouter ça. C'est vraiment excellent. J'écoutais ça, puis le on a dit qu'est-ce que t'écoutes? Je dis c'est un documentaire sur. Ben, là, je dis sur la lutte, je fais attends, c'est pas vraiment sur la lutte. Non, ben, c'est ça. C'est un docu-film. Où c'est sur des personnes, c'est sur des gens. Ben oui, ils ont suivi Paul Vachon pendant 5 ans. Oui. Puis c'est Paul Vachon qui raconte l'histoire de Paul, puis de la famille Vachon, mais ils ont fait un travail d'archivage là, exceptionnel. Là. Ils ont été chercher genre des scènes d'un film que Paul a tourné en Australie, des posters de films qu'il a tourné en Inde. Ils ont réussi à avoir du footage de la WWE. Je leur avais dit jamais vous allez en avoir parce que ça va vous coûter la peau des fesses. Puis finalement, ben, ils ont trouvé le budget pour, puis ils ont trouvé un terrain d'entente. Écoute, pour vrai, là, que des bons mots à dire là-dessus. Ouais. Je crois qu'il est disponible sur Télé-Québec. Oui, parce que Télé-Québec l'avait diffusé à la télévision après son passage relativement court en salle. Donc, je ne sais pas si sur le site web de Télé-Québec, il est disponible. Mais en tout cas, bref, si vous avez une chance de le trouver, là, moi, j'en ai une copie DVD. J'en ai-tu une copie DVD? Si j'en ai pas, ils sont censés m'en donner une. Je m'assurerai d'avoir une copie DVD. mais dans le générique, je veux ma copie. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt que je veux justement pas être dans la situation où je peux plus le trouver. Où t'en as plus, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Les Jobbers!